Bienvenue sur Heliocast, c'est la 29e émission ce soir. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois de février. Ce soir, je suis bien évidemment pas seule, je suis avec Marion. Salut. Bonsoir. Je suis avec Emma. Bonsoir. Salut. Et je suis avec Guy Jaune. Cacou, cacou. Et bonjour tout le monde dans le chat. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Que vous avez tous passé une super semaine, que vous vous êtes régalés entre les galettes des rois et les crêpes. Ce soir, nous allons parler de photographie culinaire et donc de food. Donc, on va en parler avec Marion et avec Emma. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à manger devant cette émission parce que je vous connais, à chaque fois, vous nous critiquez parce qu'on parle de bouffe. Donc, faites-vous un petit plat. Ça va être un dîner spectacle ce soir. Oh, le plus grand cabaret du monde. Exactement. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, Heliocast, c'est une émission de vulgarisation sur les métiers liés au design, à la création, à l'art, à l'artisanat, un petit peu tout ça. Donc, on a des thématiques et des invités très variés tous les mois. C'est le premier jeudi de chaque mois, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez voir toutes les émissions précédentes, vous pouvez aller sur YouTube et voilà, vous trouverez un petit peu tout ce qui s'est passé. Vous pouvez bien évidemment parler dans le chat, vous pouvez poser vos questions, vu qu'on est sur une émission de vulgarisation. L'idée, c'est que vous puissiez nous dire s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses qui vous questionnent. Vous pouvez poser vos questions en toute bienveillance dans le chat, bien évidemment. Et voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. Et aussi, vous pouvez partager l'émission, ça nous ferait hyper plaisir, que ce soit sur les réseaux ou auprès de gens qui sont curieux du design. Donc, n'hésitez pas à faire ça et ce serait le top. On va commencer par la première question qui est la plus simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux et nous parler rapidement de votre parcours et de ce que vous faites ? Ok. Vas-y, je t'en prie. Ok, d'accord. Et moi, c'est Marion, du coup. Je suis photographe culinaire en freelance depuis 7 ans maintenant. Je suis basée en Bretagne et je fais de la photo aussi bien pour les artisans, donc des boulangers, des pâtissiers, mais aussi beaucoup pour des marques, donc soit de la food, soit de la boisson. Moi, je comprends les deux ensemble. Voilà, donc beaucoup de photos studio avec de la mise en scène, du stylisme, etc. Et puis aussi une partie photo un peu plus reportage sur le savoir-faire, sur les métiers manuels en pâtisserie dans les labos et tout ça. Donc c'est assez varié, un petit peu de restaurant de temps en temps aussi. Ok. Voilà. Et moi, du coup, c'est Emma. Donc, je suis photographe et styliste culinaire. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai mon studio. Et je suis basée en Provence. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc je travaille avec des acteurs de la food, donc ça peut être à la fois des marques locales ou des marques des marques nationales. Donc à la fois au studio, et je sors aussi du studio puisque je fais aussi du reportage, plutôt sur de l'hôtel-restaurant, moi du coup. Voilà. Ok, merci. J'ai passé des petites photos en même temps, comme ça les gens peuvent voir. Il y a Lucas qui dit « Je dois attendre 22 heures pour manger. » Courage. On est ensemble, nous aussi. Lucas. Tout le monde dans le même bateau. Vous avez des petites cacahuètes vraiment pour vous sustenter. Ouais, c'est ça. C'est un petit piège, en fait, je crois. C'est ça. Exactement. Et du coup, la deuxième question que je voulais vous poser à toutes les deux, c'est pourquoi déjà vous avez choisi la food ? Bonne question. J'y vais. Vas-y, si tu veux. Moi, parce que j'adore cuisiner. Du coup, c'est venu un petit peu naturellement quand je me suis mise à faire de la photo. Quand je faisais des gâteaux, beaucoup de sucré, je faisais des petites photos. Et ensuite, quand je suis partie en formation photo, mes profs m'ont dit de continuer dans cette direction-là et si ça me plaisait vraiment, de me spécialiser là-dedans. Donc vraiment, cette appétence pour la cuisine, en fait. Je me voyais plus chef quand j'étais jeune. Donc je me voyais dans les cuisines. Et au final, en termes de personnalité, ça ne me correspondait pas. Donc je suis partie du côté créa, du coup. Et du coup, tu as quand même gardé un lien avec ce que tu aimais, mais... Ouais, c'est ça, j'ai réussi à allier les deux. Donc c'est deux passions, en fait. Donc c'est cool. C'est trop chouette, en vrai. Bien. Guy Rouge qui dit bruit de poulet... Pardon, qui dit bruit de poulet frit qui croustille. Pardon, je t'ai coupé, je suis désolée. Et moi, du coup, c'est pour 2 raisons. C'est parce que déjà, j'aime manger. Et ça, c'est important. C'est une très bonne raison. Et parce que aussi, j'adore cuisiner. Et depuis toujours, j'ai une appétence pour la photo qui, au départ, était un loisir. Et après, qui est devenu, du coup, mon métier. Mais c'est à la fois, parce que j'ai toujours été bercée dans l'univers de la cuisine. Ma grand-mère a toujours beaucoup cuisiné. Donc, c'est vraiment...
les grands repas. Ouais. Enfin, voilà, ça fait vraiment partie de mon éducation, enfin, de la façon dont on m'a fait grandir. C'est trop mime, j'aime beaucoup. Et du coup, parce que vous dites toutes les deux que vous aimez bien cuisiner, et du coup, est-ce que pour les photos, c'est parfois vous cuisinez Ouais, ça dépend. Ouais. En fait, il y a des photographes qui sont que photographes culinaires. Ouais. Donc là, ils travaillent avec des stylistes, donc des gens qui vont venir soit imaginer les recettes, soit préparer les recettes qu'on leur donne. Je crois que Marion, toi, c'est pareil, mais toutes les deux, on fait le stylisme aussi. Ouais, on fait toutes les deux, on fait tout en fait de A à Z. C'est ça. On propose vraiment une prestation complète, photo, stylisme. Et du coup, c'est nous qui cuisinons sur les shoots. Et on peut même écrire des recettes, imaginer des recettes à partir des ingrédients que méga stylé. nos clients nous donnent. Il y a des clients qui demandent de la création de recettes. Ils ont un produit, ils veulent le mettre en valeur. C'est n'importe trop quoi, bien. Des crêpes dentelles, ils veulent une recette avec... on leur fait des propositions, on rédige la recette, on cuisine, on prend en photo et on leur livre tout ça. Du coup. Mais ça, c'est ouf. Ça, ouais. Moi, c'est aussi pour ça que je suis très contente de faire cette émission. Je n'avais aucune idée que votre métier, il y avait aussi cette partie-là de proposer des recettes carrément. C'est plus la partie styliste culinaire normalement, mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de photographes culinaires maintenant qui font les deux, qui font tout en fait. Ou alors qu'il faut intervenir du coup une styliste indépendante. Oui, tout le monde fait pas ça, mais c'est vrai que, moi c'est pareil, j'adore cuisiner, et donc du coup ça faisait vraiment partie. J'imagine que quand tu kiffes, en vrai, pour moi c'est un truc qui fait tout vraiment. Le processus. Puis toute la partie scénographie, c'est vraiment. Et puis ça te permet, j'imagine, d'avoir la main, vu que tu sais tout faire, tu peux un peu anticiper des trucs et puis même tester rapidement aussi sans dépendre d'une tierce personne qui doit venir prendre un rendez-vous, machin. Tu as une vision globale dès le début, en fait, quand tu imagines les recettes que tu proposes à tes clients. En fait, moi je sais que j'ai déjà en tête un peu la scénographie que je peux faire avec. La compo, bien sûr. Donc du coup, c'est vrai que même pour l'échange avec le client, pour vendre la recette, ça fait partie un peu de tout le processus créatif. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un peu frustrant, on en parlait d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est un peu frustrant de juste faire les photos. Nous, je pense que ce qu'on aime bien, c'est vraiment faire tout le projet, imaginer les recettes, mettre en scène, cuisiner et tout. Au final, tu n'es pas devenu chef, mais tu cuisines. Ouais, un petit peu. Après, par rapport à la différence avec les chefs, le travail en resto et tout, c'est que nous, ça reste vraiment... En tout cas, moi, sur mes projets, tout ce que je propose, c'est vraiment, il faut que ce soit de la cuisine du quotidien. Il faut que ce soit accessible pour les gens. Il ne faut pas que ce soit des choses qui soient trop avec des ingrédients. Par exemple, souvent, les clients, ils n'aiment pas trop quand on utilise des ingrédients qui sont trop niche, parce que, en fait, tout de suite, ça va mettre un peu une distance. Les gens vont trouver ça moins accessible. Et il faut que les gens puissent le trouver facilement quand ils vont faire leurs courses. En fait, on rend des choses du quotidien un peu, plus élaborées, plus sexy, quoi. Parce que c'est vrai que moi, quand je regarde des livres de recettes ou quoi, c'est vrai que dès que tu as des ingrédients où il faut que tu ailles dans des magasins très spécialisés pour les trouver, ça te rebute un peu. Tu la fais jamais. Mais du coup, d'ailleurs, pardon. Non, je voulais dire, procurez-vous cette épice introuvable. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, vous avez déjà fait des photos qui ont terminé dans des livres de recettes ? Ouais, moi au début, quand j'ai commencé, j'assistais des photographes au départ quand je me suis lancée, et du coup avec elles j'ai fait des livres, mais depuis que je suis à mon compte, j'avais pas encore. Et t'aimerais bien Ouais, j'adorerais. Ouais, c'est très chouette. Manifeste pour 2025. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais trop bien. Je trouve ça trop chouette de se dire, t'as un livre et les recettes, ça peut être toi qui as proposé les recettes. Généralement, les livres de recettes, j'imagine que non. Ils ont déjà des auteurs. Mais ça dépend des projets, de l'approche du projet. Ok. Trop bien. Il y a PYT Design qui demande qu'est-ce qui est le plus dur à photographier. Alors je crois que c'était une question que j'avais dans tous les cas, donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je dirais classique, la glace. Parce que ça fond, parce que en plus, quand on travaille en lumière artificielle ou en lumière naturelle, il y a toujours un truc, souvent, s'il fait un peu chaud dans la pièce, si tu attends trop, il faut vraiment être super, super, super efficace sur la glace, parce que ça fond. Après, il y a des techniques. Ou alors, il faut faire de la fausse glace. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, je veux savoir. Moi, j'ai jamais fait de shooting de glace, mais j'ai vu des stylistes culinaires qui faisaient des mixtures en fait, qui ressemblent vraiment à la texture de la glace. Donc c'est de la pâte d'amande avec je ne sais
quoi, de l'amidon, des choses comme ça. C'est ouf en vrai. Ça reste comestible ou du coup pas nécessairement et on est là juste pour simuler une belle image? Normalement, là, alors en soi c'est comestible mais c'est pas bon. Mais ça doit pas gustativement parlant, c'est ça. Pour l'expérience, mais non, glace c'est vrai que j'ai jamais fait. Moi j'ai fait un peu des glaces mais voilà, c'était des vraies glaces du coup. Et c'est un peu, mais après c'est aussi intéressant parce que entre la photo où tu vas poser tes glaces et 2-3 minutes après où elles commencent à fondre, des fois tu peux avoir des trucs où tu n'y avais pas pensé au début et en fait il y a des choses qui apparaissent où tu te dis c'est sympa en fait avec un peu, enfin voilà. Donc non, mais c'est un peu challenge parce qu'il faut être hyper réactif et en fait il faut que tu aies ta vision déjà faite et en fait, limite tu places l'endroit de ta glace mais tu fais tout le reste quoi. Et des fois moi je sais que je dessine pour mes clients par exemple, sur Photoshop, je leur dessine vite fait où va être ma glace pour qu'ils puissent un peu me valider déjà le set avant de que je mette en place. Voilà. Mais c'est les produits qui vont beaucoup bouger, en fait. C'est ceux-là qui sont le plus difficiles. C'est ça. Moi, j'allais dire, c'est le saumon fumé. Ouais. C'est un enfer à photographier. Ah, ouais, parce que ça change un peu de couleur et ça sèche. Déjà, ça sèche sur les bords. Et au-delà de ça, en fonction de la qualité du saumon fumé, ça va suinter, ça va briller, ça va faire des petites gouttelettes de gras. Et du coup, quand tu fais vraiment des focus sur la texture, faut aller vite parce que sinon, ton produit, il se détériore très vite. Quoi. Hop, papier. Vite les gros plans. On les rentre tous. Donc du coup, l'essuie-tout là. Oui, non, mais c'est un enfer parce qu'en fonction du produit, tu fais tous tes réglages, tu fais ton plan, tes lumières et tu fous ton produit au dernier moment parce que sinon c'est pas possible quoi. Et même à mettre en place, c'est compliqué. Le saumon fumé, c'est mou, ça se tient pas. Enfin voilà. Vous avez mentionné éclairage naturel. Et artificiel. Est-ce qu'on peut définir pour les gens qui nous regardent, parce que tout le monde n'est pas forcément en fait de la photo? L'éclairage naturel, c'est le soleil. Lumière du jour. Et l'éclairage artificiel, c'est des flashs, ou lumière continue. Donc, lumière continue, c'est des spots. C'est des spots qui, en fait, là, tu l'allumes et la lumière ne s'arrête pas, contrairement au flash. Du saumon. Enfin, il y avait une photo de saumon il y a 2 ans. Et le flash, t'as vraiment des torches où quand tu déclenches, t'as ton flash qui part. Et là, c'est de la lumière artificielle. Oui, ça, c'est la lumière artificielle. Vous avez un exemple, plusieurs exemples de backstage qui passent aussi. Il y a Anne qui demande, est-ce qu'il existe des tendances en termes de stylisme culinaire et si oui, quelles sont celles de cette année? Bonne question. Très bonne question. Je me suis jamais posé cette question. Si, il y a des tendances dans la food, en tout cas, tout ce qui est restauration et tout. Je crois que cette année, il y a beaucoup de finger food, des choses comme ça, un peu qui se consomment à la main et tout ça. Food. C'est ça. Et après, c'est vrai que honnêtement, pour ma part, j'y vais assez au feeling. Et on se rend compte en allant au restaurant ou en sortant manger de ce qui ressort. Mais oui, il y a quelques grandes tendances. Après, je les connais pas forcément. Ok. Quand on parle du coup un peu de vos styles, toi Marion, tu as un univers qui est très coloré. Du coup, tu le disais, tu as fait des collaborations notamment avec des marques de produits. Et tu utilises souvent des fonds de couleurs, enfin souvent, parfois des fonds de couleurs, pardon. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans l'esthétique justement colorée, presque graphique en fait, dans la manière dont tu positionnes C'est un peu l'esthétique pop art que j'ai toujours beaucoup aimé. Et du coup, il y a toujours eu cette touche très colorée dans mes photos dès le début de mes études. Je sais pas pourquoi, je suis partie sur des fonds colorés unis comme ça, color block un peu. Et c'est vrai que pour certains clients, du coup, c'est pas mal, ça correspond pas mal à leur DA. Et moi, la couleur, c'est ce qui me fait vibrer. Donc du coup, j'aime bien jouer avec les aplats de couleurs, avec les couleurs complémentaires. Enfin voilà. Donc il y a vraiment ce truc de joie et qui se dégage un petit peu de toutes ces couleurs qui me plaît, quoi. Ok, là on en a un exemple. De toute façon, j'ai mis un peu vous deux, j'ai mélangé un peu vous deux, comme ça les gens peuvent voir. Il y a les noms à chaque fois, comme ça vous pouvez vous repérer. Et toi, la commande point d'exclamation guest. Et la commande point d'exclamation guest, bien évidemment. Et du coup, toi, Emma, tu as un univers que... alors, je sais pas si c'est le bon mot, moi j'appelle ça plus rustique, brut, mais c'est pas du tout péjoratif, mais plus brut. Et tu fais beaucoup de clichés du coup de plats, d'aliments et passion texture, parce que j'ai vu beaucoup de bois, beaucoup de torchons, etc. Du coup, je voulais voir avec toi, pour toi, qu'est-ce que ça apporte justement ces textures-là dans les différents clichés. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup de matières. En fait, quand on fait de la photo, il y a
plusieurs choses qui existent quand on utilise nos fonds. Il y a des vraies matières, donc des matières qui sont du vrai bois, etc. Et puis des fois, on simule avec des faux fonds, entre guillemets. Donc souvent, c'est des fonds en vinyle, voilà. Des rouleaux. Des rouleaux. Là, on en voit pile poil là. Donc, voilà. Enfin, c'est pas exactement ça, mais. Oui, voilà, dans l'idée. Mais et du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien utiliser des vraies matières, des vrais matériaux, des vraies textures, parce que je trouve que ça apporte une vraie dimension à la photo. Je trouve que ça donne de la profondeur à la photo et que ça raconte vraiment cette histoire qui est plus brute, justement. Voilà, moi, je sais que ce que j'aime partager, ce que j'aime faire passer aussi dans mes images, c'est ce côté partage, de grandes tablées un peu conviviales, etc. Et je trouve que ces textures, elles aident à porter ce message. Ça apporte de l'authenticité en fait à tes images. Ça contextualise aussi le grand dîner de famille où tu passes la panière. T'as l'impression vraiment qu'on vient prendre juste, vraiment on plonge sur cette table. Alors qu'en vrai, dans la vraie vie, il y a juste une assiette. Mais en fait, c'est ça qui est assez fou aussi. En fait, c'est aussi pour ça que je suis contente de vous avoir toutes les deux. Parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué. C'est la première fois qu'on fait une émission où sur un seul thème, on a 2 invités. Et en fait, l'idée, c'était justement de montrer aux gens que on peut avoir 2 photographes qui font des styles complètement différents. Et en fait, selon le style qu'on veut rendre, selon ce que veut le client, y a un intérêt justement à bien choisir son photographe. Et du coup, c'est pour ça que je voulais 2 personnes qui avaient un peu des styles différents là-dessus. Parce que c'est vrai que souvent, les gens vont dire cherche un photographe culinaire, ils vont pas regarder, ils vont prendre le premier qu'ils trouvent et dire ok, c'est bon. Sauf qu'en fait, en fonction du style, effectivement, on voit pas la même chose. C'est clair que, en plus, si c'est une marque ou quelqu'un qui a déjà une DA, en fait, il va, dans l'idéal, se diriger vers un photographe qui match bien, quoi. Carrément. Et c'est ça qui est assez drôle parce que toutes les deux, je trouve que vous avez des univers très chaleureux. Mais pas de la même façon du tout. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que le même mot peut être retranscrit de manière complètement différente. Mais ça, c'est hyper pour le coup, c'est vraiment... c'est une sensibilité, c'est un œil après. Et les clients, ils se dirigent... pour moi, il y a 2 choses qui sont importantes à prendre en compte. C'est à la fois le style du photographe, mais aussi une question de feeling pour moi. Parce que sur un projet... tu sens le soulagement. C'est assez carrément. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Pour moi, c'est hyper important dans les projets. L'humain ne matche pas. C'est ça. Et c'est valable pour le culinaire, mais c'est valable pour la photo, même dans plein d'autres. Mais je trouve que c'est hyper important d'avoir ces 2, à la fois le style et le feeling. Je trouve que c'est vraiment. Puis il y a un truc aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont aller vers des photographes, le photographe le moins cher. Et en fait, c'est pas la bonne démarche. Et nous, on est contente quand il y a des clients qui viennent et qui nous disent on vient vers toi parce que c'est ton style qu'on veut en fait. Parce que oui, on peut s'adapter à des briefs, on peut changer un peu notre style et tout, mais les clients idéaux, c'est ceux avec qui nous laissent un peu carte blanche. Est-ce qu'on parle en graphisme ou en ILU, on parle beaucoup dans le style d'écriture graphique. Est-ce qu'il y a un terme propre à la photo pour parler ? Une patte graphique, patte colorimétrique aussi en fonction de comment tu retouches tes photos. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Oui, il y a toute la partie post-traitement. Scénographie, déjà, notre façon, on a 2 façons différentes, par exemple, de scénographier, de mettre en place les éléments. Et après, il y a la façon de prendre la photo. Et derrière, très important, il y a aussi la retouche qui donne vraiment vie à l'image. Les gens, à chaque fois, ils ont l'impression que la retouche n'existe pas. Les photos sont faites, on peut avoir les trucs maintenant. Mais non. On peut avoir les photos sans retouche. Laissez-moi 2 semaines, je fais l'étalonnage, tout le tracking pour modifier les bêtises. Dans la vidéo, c'est un peu le même système aussi. C'est comme l'étalonnage en fait. C'est bon, tu m'envoies la SD ce soir ? Alors non. La SD, c'est quoi du coup ? La carte SD, pardon. La carte SD. Le contenu du coup de tout ce que tu as. J'ai compris l'ASD. Non, la virgule. T'inquiète. Peu importe. T'inquiète. Babubi bobu. Il y a Émilie qui demande quels seraient vos conseils pour de la photo de boisson. Moi j'en ai fait pas mal. Toi t'en fais aussi ? J'en ai fait. Moi je travaille beaucoup avec le vin surtout. Ah oui, ok. C'est très différent de ce que tu vas dire, je pense. Vas-y. Après, sur la photo de boisson, je trouve que ce qui est très important, c'est la lumière. Bien placer sa lumière pour faire sortir des jolis reflets. Tout dépend en fait si c'est une boisson, si on va prendre un verre ou une bouteille par exemple. La forme de la bouteille, parce que ça va jouer sur la façon de gérer sa lumière. Après, je trouve que on peut à la fois faire de la lumière artificielle et de la lumière naturelle, ça dépend vraiment le rendu qu'on veut. On a des exemples des 2 du coup depuis tout à l'heure.
Et je trouve qu'on peut avoir des jolies choses avec les deux, ça dépend vraiment là où on veut aller. La lumière artificielle, oui, on va plus facilement moduler du coup sa lumière et avoir quelque chose de plus net, de plus précis, alors que sur la lumière naturelle, du coup, on dépend de l'environnement, alors qu'avec du flash, on peut venir faire notre reflet sur la bouteille à tel endroit et tout. Et au-delà, tu peux plus facilement maîtriser du coup. C'est beaucoup plus maîtrisé en fait la lumière artificielle. Du coup. Et puis ça peut permettre aussi un petit peu moins de retouches derrière, surtout sur les bouteilles, parce que quand on a des reflets de fenêtres et tout, les bouteilles c'est sphérique, donc ça prend tous les reflets. C'est un enfer. On se voit même. On se voit dedans. Tu vois l'appareil. Tu chopes la vue à 360 autour du produit. Tu vois même tout ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est vraiment, ça peut être problématique. Et dans ces cas-là, est-ce que tu masques avec des draps noirs partout? Ouais, ça peut être ça. Tu peux avoir des petits cartons blancs ou noirs aussi pour avoir des reflets. Alors c'est inversé du coup, quand on met à droite, t'as le reflet qui est à gauche dans la bouteille. Et du coup, il y a tout ça. Mais c'est pour ça, il y a une de tes photos de backstage où il y a la table où tu prends la photo, il y a un carton blanc, il y a une chaise qui tient le carton. Alors ça, c'est le réflecteur du coup. Donc, oui, c'est encore différent. Ouais, c'est encore un peu différent. Ça, c'est pour ramener de la lumière. Ramener de la lumière. Et là, pour le coup, elle me faisait aussi un beau reflet dans la bouteille. Et si je peux rajouter par rapport aux boissons, il y a pas mal de tips, notamment pour les boissons gazeuses. Pour faire les bulles, pour traiter ces bulles. Les bulles gazeuses. Ouais, moi, du coup, c'est une cliente qui m'avait dit ça pour la bière, qui m'avait dit, tu prends un bâton en bois, genre un pic en bois, et tu touilles et le bois fait mousser en fait la bière. Et ça marche plutôt bien avec le cidre, le mousseux, voilà. Et du coup, avant de faire la photo, souvent je suis en train de touiller ma boisson, tac, hop. Ce que vous ne voyez pas. Non, mais il y a une vraie. Je veux une photo, je veux une vidéo de toi en train de touiller du bois. Ah oui, il y en a. Enfin, touiller mon cidre plutôt, mais. Ça devient un making-of après deux films, c'est que tu vois tout l'envers du décor sans les VFX et le. Non, mais c'est à mourir de rire. C'est pour ça que je vous ai demandé en fait aussi des vidéos un peu de backstage, parce que je trouve ça intéressant. En plus, là, on est sur de la vulgarisation. Et je trouve ça assez chouette de pouvoir montrer un peu les installations, quand c'est en extérieur, quand c'est en intérieur. Et d'ailleurs, il y a une photo que tu m'as envoyée et je trouve ça trop bien. On voit du coup ton set et il y a une petite branche au-dessus pour faire les ombres en fait. Et j'étais là genre, c'est brillant. Et en fait, ça, c'est des trucs peut-être qui paraissent tout cons quand tu les vois comme ça, mais en fait, il faut avoir l'idée de se dire, attends, là, je veux une ombre, etc. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire des photos moi, et moi, je tenais le truc, et toi, t'as fait toute une installation et tout. Genre, en fait, c'est aussi parce que du coup, quand on est sur des scénos, là, c'était pour une cliente, par exemple, et en fait, elle me valide en direct, donc en fait, je lui envoie les photos au fur et à mesure, une fois que j'ai calé toute ma scénographie. Et du coup, si à chaque fois je tiens ma branche, en fait, mes ombres, elles vont être différentes à chaque fois. Et sur la photo, elle va me dire, OK, go, on part sur ça. Moi, je refais quelques petits trucs, voilà. Et du coup, ce sera plus jamais les mêmes ombres. Donc c'est pour ça aussi que, c'est bien de pas que ça bouge pas, quoi. Oui, t'aurais une méga tendinite en fin de journée. Franchement, moi, je suis souvent à la main et c'est une galère. T'es là, tu le places dans tous les sens. Ça vous arrive... Pardon. Non, vas-y. Ça vous arrive de recréer, par exemple, on parle d'ombrage en post-prod complètement artificiellement, ou c'est quand même plutôt de la retouche colo et des moi, retouches? j'ai jamais fait d'ombrage en post-prod. Okay. Ça reste quand même assez fidèle au shoot. Oui, et puis je trouve que moi, j'aime bien faire un maximum de choses sur mon set parce que ça me permet vraiment d'avoir la vision finale. Si je commence à me dire, là, peut-être en retouche, je vais aller arriver à faire ça, je trouve que le rendu, il n'est pas forcément au niveau de ce que moi j'avais imaginé. Quoi. Après, souvent en retouche, notamment sur les bouteilles, moi je fais souvent des images composites, donc je shoot plusieurs images avec des reflets différents et je viens faire un composite en fait sur Photoshop après pour avoir vraiment le petit liseré derrière la bouteille. Pour que la composite, ça va être du coup, tu utilises différentes images et tu utilises je fais des calques, du coup j'ai 3-4 images différentes et je vais faire apparaître que les reflets que je veux garder. Vulgairement, flash à gauche pour choper la ligne de gauche, puis flash au c'est ça. Aussi, c'est un peu un montage entre tes différentes images. Quand t'as pas 5 flashs, en fait, moi j'en ai que 2 et des fois t'as besoin d'avoir peut-être 3 reflets différents. Tu fais comme ça. Mais c'est valable aussi, par exemple, moi je sais que je fais souvent des photos avec des mains pour amener des mains. Carrément. Sauf que je suis toute seule. La photo du backstage des nouilles que tu m'as envoyée, que j'ai passée. Exactement. J'adore voir ça, moi. Et du coup, je fais plusieurs photos avec plusieurs mains, donc je change mes gilets, je change mes bagues, des fois je mets un peu du vernis sur 2 doigts et en fait on a l'impression qu'il y a
mais en fait, il y a que moi. C'est trop marrant. Mais oui, moi j'adore la manucure. Mais je trouve que du coup, c'est une intelligence ouf, tu vois, de penser à ces détails-là, tu vois. C'est du système D, en vrai. Mais en vrai, ouais, mais c'est ultra smart, tu vois, juste le fait d'y avoir pensé. Genre juste, effectivement, genre mettre du vernis, changer le pull et tout, enfin. Mais en vrai, enfin, je trouve, moi, c'est une partie que j'adore aussi, il faut toujours être créatif, en fait. C'est faire le mieux avec le moins, finalement. Et ça, j'adore cette phrase. C'est de trouver des astuces pour sublimer les moyens que tu as à disposition. C'est ça, et puis souvent on est tout seul, on n'a pas forcément de modèle main ou le client il n'a pas le budget pour, du coup on fait avec les moyens du bord. Quoi. Alors du coup le modèle main existe comme profession. Ah oui. Alors là on a le backstage, on a la photo nouille plus le backstage si vous voulez voir. C'est génial. Ah et tu fais ta photo en même temps. Et oui. Et du coup, tu as vraiment l'impression d'être la personne qui est assise au resto. C'est immersif. C'est vrai que tu vois pas la photo, mais vraiment, tu as la main, le plat de nouilles avec la main et les nouilles. Tu as l'impression que c'est toi qui es en train de manger. Moi, je suis comme ça et je regarde en même temps où je mets ma main. Mais on est d'accord que tu es sur un trépied à ce moment-là. Ah oui, toujours. Parce qu'il faut faire intervenir plusieurs mains. Oui. Mais moi, je travaille beaucoup avec le trépied. Je travaille très peu à la main. J'aime bien avoir calé ma scéno et pouvoir... au fur et à mesure ajuster. Vous avez évoqué tout à l'heure la scéno. Est-ce qu'en amont, c'est plutôt des petits croquis doodle pour avoir des compos pour faire valider au client ou c'est plutôt du mood board ou alors déjà une pseudo début de mise en scène? Comment ça fonctionne? Ça peut être les deux. Moi, ça m'arrive de faire des refs pour les clients, de leur faire des croquis. Vraiment, je dessine très mal, mais voilà. Mais pour bloquer les volumes, quoi. Ouais, c'est ça, pour avoir le point de vue, le cadrage, si c'est pris du dessus ou si c'est pris d'en face. Et puis, les mood boards toujours, avec des palettes de couleurs, des images d'inspiration, même des mots, des choses. Des mots-clés. Qui puissent se projeter. C'est ça. Moi, pas toujours des croquis, mais ça arrive. Les croquis, c'est vraiment... Enfin, moi, j'en fais peu. C'est vraiment quand j'arrive pas à trouver... mais après, c'est toujours... Enfin, les moodboards, il faut vraiment... arriver à bien les faire parce qu'il faut pas que faut pas que ce soit trop, faut pas que ça soit exactement. C'est un peu comme les 3D trop bien faites chez les archis, tu vois. Si la 3D est trop bien faite, tu rentres chez toi, la lumière elle est jamais aussi belle, tu vois. C'est vrai, c'est ça. Ou alors ils t'ont mis lumière par la fenêtre. Voilà, en fait, exactement. Mais du coup, c'est bien quand tu leur fais des croquis moches, et ben ils ont une belle photo derrière. En fait, on devrait faire plus de croquis. Ça m'est arrivé en parallèle sur des missions illustration. J'avais fait un croquis plus poussé pour qu'il se projette. Mais du coup, c'était presque un peu trop propre pour que l'illustration finale ressemblait plus du tout à ça. Parce que pour moi, c'est mon style spontané de croquis vite fait. J'avais dû prendre 20 minutes, j'envoie. Ah, mais c'est marrant parce qu'on retrouve pas la même chose. Il préférait le croquis, du coup. C'était une intention qui était beaucoup plus spontanée, différente, alors que c'était plus maîtrisé dans la version finale. Et il y a eu une petite incompréhension là-dessus. Du coup, j'ai tendance à plutôt crasser mes croquis. C'est vraiment crado. Te projette pas trop parce que du coup, je fais mes croquis en digitaux et des fois, pour eux, un croquis, c'est du papier. Et dès que tu passes à l'ordi, c'est propre. Et du coup, on fait, mais non, c'est pas ça que je veux. Je sais bien. On a déjà fait pendant 20 minutes pendant qu'on discutait, t'inquiète. Laisse-moi 3-4 jours, ça va être propre. Mais du coup, ok, intéressant. Ouais, les intentions, c'est vraiment. Enfin, voilà, il faut vraiment bien doser. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Je sais pas si toi tu fais ça, mais des documents vraiment d'intention de shooting où justement on va reprendre de A à Z tout ce qu'on s'est dit avec le client, on va leur faire des mood boards. On va leur dire tellement de similarités avec moi, mon process, du coup, c'est assez drôle. Alors, je reprends tes termes, parce que même aussi, c'est une manière de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Et de ne pas être juste dans l'effervescence de l'appel, de se dire carrément bam bam, on rebondit. Et puis d'être efficace sur le shooting. Parce qu'en plus, là où c'est là que ça change par rapport à moi quand je fais du graphisme, c'est que moi je peux retoucher derrière le truc. Oui, en plus. Toi tu peux pas tu peux, mais bon, c'est pas les mêmes frais qui sont engagés de refaire un shooting, quoi. Donc là tu dois être sûr que ça va être le bon truc. Surtout quand le client il est pas sur le shooting, parce que bien souvent ils sont à distance. Donc du coup ils peuvent pas valider, enfin ils peuvent pas voir en direct. Et tout l'intérêt aussi d'avoir bien calé le mood board avant. Pour qu'ils ne soient pas déçus, en fait, quand on se retrouve pas le jour du shoot. Moi, par exemple, je mets un fond bois, il me dit « Ah, bah, j'avais imaginé un truc hyper frais avec un fond clair. Ah, bah, ok, bah, pas du tout. Pas du tout ce que j'ai prévu. Donc, c'est hyper important, les intentions pour ça. C'est arrivé qu'après un shooting, qu'après un shooting, il y ait un malentendu, ou en tout cas... besoin de réintervenir dessus? Pas à ce point. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé à ce point. Non, parce que je fais toujours soit un calage très précis en amont avec le brief, soit ils sont à distance et je leur envoie les aperçus. Mais j'y vais jamais à l'aveugle, en fait, parce que c'est un coup à ce que le client dise « Ah bah oui, mais là, la petite branche de persil, elle est pas bien placée, donc il faut la refaire. » Et toi, t'as défait tout ton set. C'est ça. Ou alors, quand tu travailles avec leurs produits, souvent, eux...
ils ont des choses en tête que nous, on n'a pas forcément. Ils connaissent bien leurs produits. Ils connaissent bien leurs produits, ils savent qu'ils veulent le voir dans tel ou tel, et des choses auxquelles toi, tu n'as pas pensé quand tu as préparé le shoot, parce qu'en fait, tu connais moins bien leurs produits. Bien sûr. Et donc, c'est toute l'importance de leur envoyer les photos en live. Toutes les deux, vous en avez parlé. Du coup, vous envoyez les photos le jour même en live pour être sûr que... sur WhatsApp. Oui, c'est un autre point qui me questionne, c'est-à-dire qu'ils savent que de 15 à 17 vous shootez et que du coup à ce moment-là il faut que eux ou elles de leur côté soient réactifs. Alors ça c'est un grand sujet parce que des fois tu as des clients du coup qui sont c'est souvent les services marketing avec les marques par exemple. Bon ils sont sous l'eau, ils sont en réunion pendant 1 heure et toi tu poireautes pendant 1 heure parce que le client n'est pas assez réactif, mais en vrai généralement moi je le mets sur mes devis, c'est maximum 20 ou 30 minutes d'attente sur le retour, et puis s'il n'y a pas de retour gauche continue. Parce que le saumon il est gras là, de du faire coup. ça. Comment on avance? Bah oui, c'est ça. Le saumon est dead. Et puis ça sèche, et puis il y a plein de choses. Tu peux passer, tu peux attendre 2 heures et passer 2 photos dans la journée. En fait, c'est pas du tout rentable, quoi. Donc, non, on est obligé de la quantité de photos dans une journée. Ça va être assez variable selon les projets. Ça dépend des projets. Ça dépend s'il y a une validation client et à quel point le client est réactif ou non. Parce qu'il y a des projets où il n'y a pas de validation directe. Enfin, du coup, la validation sur WhatsApp, moi j'appelle ça la validation directe. Mais donc il y a des projets où il n'y a pas de validation directe, et si on est en autonomie au studio, on peut dépoter, alors que s'il y a une validation directe, on sait que il y aura un temps de latence parce que il y a plus de nous on va faire une photo, on va caler et ça sera bon, alors que la cliente elle va nous dire, ou le client il va nous dire ça on va retoucher, et du coup on va faire plus de photos souvent quand il y a une validation. Moi en général je passe maximum 5 photos de produits en ambiance au studio sur une journée. Parce que je compte environ 1 heure, 1 heure et demie par photo. Produit en ambiance sans recette. C'est une ambiance simple, quoi. Recette, ça me prend un peu plus de temps. Ça. Et par contre, sur de la photo-reportage, typiquement, je prends les produits, je vais avec le client dans un lieu en extérieur. Là, généralement, moi, je leur livre sur une journée de travail, une 60aine de photos en reportage. De photos rendues à la fin. Évidemment, vous en shootez beaucoup plus. Oui, je reprécise encore. C'est ça. Et après, ça dépend encore. En vrai, il y a plein de petites spécificités. C'est-à-dire que là, c'est un reportage produit, j'imagine. Reportage produit. Et moi, par exemple, là, j'ai fait un reportage dans un hôtel-restaurant. Et du coup, on s'est concentré une journée sur l'hôtel et une journée sur le restaurant. Et voilà, à la fin, il y a 60 photos aussi. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de scénographie à faire, beaucoup d'espace. Donc, on ne pouvait pas tout rentrer sur une journée entre le restaurant, les espaces extérieurs, le spa, les machins. Mais du coup, dans ces cas-là, il n'y a plus la question de la nourriture. Si, parce qu'il y a toute la partie resto. Même quand t'es au jacuzzi, je dis non, pas là. Pas le jacuzzi. Tu manges pas quand t'es dans ton jacuzzi, toi? Je n'ai pas de jacuzzi, mais j'ai pas manqué quelque chose. Flûte. Non, mais ça reste globalement. Moi, j'ai fait de l'hôtel aussi. Ça reste un petit peu dans le lifestyle, avec la food et tout. Tu vois, les chambres, on a fait du room service, des choses comme ça. D'accord, il y a toujours un aspect en général. Chouette. J'ai quelques questions du chat. En plus des miennes que je n'ai toujours pas posées. On discute. Mais il y a Arnaud qui demande, et c'est hyper intéressant je trouve, il dit comment faites-vous pour proposer de nouvelles idées aux marques ou aux clients que vous avez d'une année sur l'autre. C'est intéressant. Ça dépend de la DA. Beaucoup dans les produits, ils ont des services marketing. Donc du coup, ils ont déjà des guidelines à nous donner, des DA qu'ils veulent respecter, des choses à faire, des choses à pas faire. Et en fonction, on va leur proposer. Alors moi, je m'inspire beaucoup dans la vie de tous les jours, que ce soit sur les réseaux, dans des expos, en baladant dans la nature. C'est faire travailler la créativité. Mais souvent il y a des briefs quand même assez formalisés, donc ça nous guide quand même. Et puis tout à l'heure on parlait de tendances, et par exemple au fil de l'année les tendances elles jouent aussi. Et on a des clients par exemple qui sont hyper friands de faire les derniers trucs qui viennent de sortir sur les réseaux, des choses comme ça. Puis j'imagine qu'il y a aussi beaucoup la notion d'événements. Je pense que des fois par exemple là ça va être la Saint-Valentin, j'imagine que ça vous arrive d'avoir des shoots vraiment axés. Et puis à chaque fois on peut réinventer, même sur un même sujet on peut aussi réinventer chaque année. Une année, notamment sur Noël par exemple. Noël, c'est vraiment un événement clé dans l'année. Il y a très peu de clients. Autant la Saint-Valentin, il y en a qui nous disent nous non, cette année on le fait pas. Ou autant Noël, c'est vraiment un moment on peut pas passer à côté, quoi. Et là, il faut vraiment se réinventer. Mais même si on ne travaille pas avec la même marque, on peut pas proposer en fait à tous nos clients la même scéno. Il faut vraiment
voilà, chaque année réfléchir et je sais pas, après ça vient aussi... les pâtissiers, souvent ils ont des... Enfin moi je bosse pour un pâtissier, ils ont des collections avec des thèmes. Donc typiquement Noël c'était le thème forêt enchantée. En fait tu vas te faire une scéno avec de la mousse et tout, vraiment pour c'est vrai que quand ils ont des thématiques, du coup ça t'aide vachement. Mais d'ailleurs ça me fait rire parce que vu que je te suis depuis pas mal de temps, je vois tout le temps à la période de Noël les achats de déco et tout. Non mais en vrai c'est un peu n'importe quoi parce que souvent c'est au mois de juillet ou août. Il y a rien dans les magasins. Tous les ans je me dis il faut que je fasse des achats pendant Noël pour juillet. J'en fais que tu dis non mais c'est bon, on verra l'année prochaine. C'est ça. Du coup, c'est chouette parce que tu viens accompagner leur thématique propre. C'est ça, et c'est vrai que des fois, il y a des années où j'ai trouvé dur de se renouveler parce qu'en fait, quand tu es toujours sur les mêmes sujets, par exemple chez le pâtissier ou le chocolatier, tu dis bon, là, je sais plus quoi faire au bout de 7 ans, mais en gardant constamment un œil sur les tendances, en s'inspirant. Après, il faut laisser du temps à la créativité. Faut digérer ce que tu as. Oui, c'est ça, ce que tu as vu un peu. Oui, je pense que c'est un peu comme quand on fait comme nous, quand on fait des cartes de vœux, par exemple. Genre quand t'as le même client, putain, comment je... Ça fait longtemps qu'on s'accompagne. Mais moi, j'ai eu le cas avec un client où je crois que j'ai fait 3 années de suite leur carte de vœux. Et ils avaient une charte qui était quand même assez... c'était du BTP en plus, donc on était dans un truc assez droit, etc. Et du coup, tu trouves un truc la première année, trop bien. La deuxième année, tu dis, il faut qu'on garde ça, mais en même temps, il faut qu'on change. Et la troisième année, tu fais, qu'est-ce que je fais ? Mais en vrai, moi, je m'inspire souvent des inspirations, enfin des tendances du graphisme. Souvent, je vais voir qu'est-ce que c'est. Et moi, je regarde souvent les photos. Voilà. Et du coup, tu vois les couleurs. Genre, l'année dernière, c'était dégradé, ou l'année d'avant, j'en sais rien, dégradé de couleurs et tout. Tu essayes de caler ça dans tes photos, du coup. Et voilà. Ok. J'aurais pas forcément pensé qu'il y avait des ricochets même de l'architecture, en vrai, tu regardes des photos sur Pinterest, il n'y a pas besoin de s'inspirer que de photos de bouffe, en fait, ça peut être de l'archi, de la déco, vraiment. Du coup, dans votre veille, oui, mais en même temps, je dis ça, mais moi aussi, je vais regarder de l'architecture, je vais regarder du design produit, juste même de la photo, des fois, parce que... Et puis même, justement, je trouve que c'est aussi super important de regarder ce qui se fait ailleurs que dans notre domaine, parce qu'en fait, dans notre domaine, au bout d'un moment, ça peut vite, on peut vite voir que les mêmes choses, exactement pareil. Du coup, avoir ce côté un peu, où en fait, t'es plus très inspiré parce qu'en fait, tu vois 3 fois la même chose. C'est ça. Et sur les réseaux, en plus, il y a beaucoup, c'est très redondant certains styles, donc du coup, on peut vite s'en faire happer. Moi, j'ai ce truc pour les mood boards. Alors, moi, j'envoie pas de mood board aux clients, mais je fais quand même un mood board un peu pour moi et un mood board que je leur mets quand je leur fais une première proposition. Dedans, en fait, c'est pas un vrai mood board, c'est dedans, il y a des images de temps en temps qui font que ça set un peu l'ambiance. Et souvent, quand je parle avec des étudiants, etc., quand ils font des mood boards, c'est beaucoup des logos, par exemple. S'ils doivent faire un logo, ils vont mettre un mood board de logos. Et moi, j'aime bien justement mettre des textures, mettre des photos. En fait, je mets beaucoup plus de photos de textures et d'ambiance parce que c'est plus des ambiances ou des atmosphères que je veux rendre compte. Donc j'ai exactement le truc de... c'est pareil, je cherche ailleurs, en fait. C'est ça qui... moi, je trouve que c'est super important, justement, de regarder un peu ailleurs parce que ça nous renouvelle, en fait. Ça nous renouvelle un peu notre esprit créatif. Ça étoffe, ça contextualise, en fait. Oui, carrément. Même, il y a des choses que tu vois ailleurs où tu te dis, ah, mais c'est trop génial, et ça t'emmène sur autre chose. Moi, le nombre de fois où je suis allé j'aime bien travailler dans des pâtisseries le vendredi. Personne ne te juge, personne ne te juge. C'est une journée tranquille et il y a des fois même des formes de muffins précisément, j'en ai en tête, et qui sont en fait, tu te dis mais c'est rigolo parce qu'en fait sous cet angle-là c'est rigolo, je pourrais en faire un motif qui pourrait me servir dans telle situation et tu le mets de côté dans ta banque d'idées. Mais chaque forme que tu vois en fait peut être un truc à la fois en photo et à la fois en graphique en fait. Du coup, c'est clair. J'ai ouvert une boîte à biscuits il y a 2 ans chez ma grand-mère à Noël et vraiment genre elle tourne en boucle dès qu'il faut que je représente de la nourriture. Non mais il y avait vraiment un jeu avec un peu petits écoliers, tu vois, des petits boss, et je me dis il y a vraiment un potentiel graphique qui est là. Je ne sais pas quoi en faire, mais il est rangé de côté dans... Il est là, un jour il servira. Je voulais qu'on revienne très rapidement sur vos parcours académiques parce qu'ils sont très différents et c'est aussi pour ça que je trouvais ça intéressant. En gros, selon vous, quels sont les atouts des différents chemins que vous avez pris? Toi, tu as fait une école du coup de photo. Ouais, en apprentissage, ouais. Et toi, du coup, tu as appris en autodidacte. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que j'aime bien, parce que justement, moi, j'aime bien montrer qu'il y a différents chemins en fait, pour arriver au même métier et que les deux vont nous apporter, déjà selon notre personnalité, je trouve qu'on n'a pas les mêmes choses. Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous trouvez qui est bien dans la manière dont vous avez fait les choses
Ok, je connais pas ton parcours du coup. Je vais te raconter. Dis-moi tout. Moi, en fait, j'ai fait des études de communication et de marketing. Ouais. J'avais fait aussi une mise à niveau en arts appliqués au tout départ. Et j'ai commencé par travailler en agence de design pendant 6 ans. Donc dans une grosse agence à Paris. Et en fait, donc j'adorais le côté design. Je travaillais beaucoup sur des identités de marque, des stratégies de marque. Je travaillais particulièrement sur des marques de food. Déjà, à la surprise générale. Donc voilà. Et je travaillais beaucoup sur du packaging notamment. Ouais. Donc il y avait déjà cette approche. Je travaillais beaucoup avec des créatifs. Moi, j'étais chef de projet. Ouais. Et voilà, j'adorais. Vraiment cet univers du design et tout me plaisait énormément. Et pendant que j'étais en agence, en fait, on shootait les produits puisqu'on avait besoin d'images pour les insérer sur nos designs de Pâques. Et donc à ce moment-là, en fait, je suis allée sur des shootings avec des photographes et des stylistes culinaires. Et la première fois que j'y suis allée, je suis rentrée et j'ai dit, ok, un jour dans ma vie, je veux faire ça en fait, parce que c'est tout ce que j'aime. Je faisais de la photo depuis toujours. J'adore cuisiner, j'adore manger. Enfin vraiment, c'est l'univers m'a parlé. Tu t'es sentie à ta place, quoi. Je me suis dit, mais en fait, j'étais pas au bout du process, du cheminement. J'étais bien là où j'étais. J'adorais ma vie en agence, etc. Mais je me suis dit, je sais qu'un jour, je vais pas faire ça toute ma vie, et le jour où je changerai, je vais faire ça en fait. Et du coup, donc il y a 4 ans, j'ai lâché mon travail en agence, j'ai déménagé aussi, et je me suis dit, en fait, cet univers me plaît, mais j'y connais rien. Enfin, voilà, vraiment, à part... moi, je faisais des photos, mais entre faire une photo en amateur et monter une scénographie, savoir comment mettre en avant des... Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, ce qui serait top, c'est que je puisse aller sur des shootings, assister des photographes et des stylistes qui sont déjà installés. Et en fait, je déménageais à Lyon à ce moment-là, justement. Et donc, j'ai contacté des filles qui faisaient ça, qui étaient déjà bien installées et qui, je me suis dit, potentiellement, auraient besoin d'une assistante. D'un coup de main. Et donc, la première année, en fait... et bon, après, voilà, les choses se sont faites, donc c'était super chouette. Et la première année, du coup, j'ai passé 1 an à assister des filles sur des shootings. Donc, et là, c'est chouette génial parce qu'elles aient accepté... elles étaient déjà installées. Et du coup, elles avaient vraiment des projets, en plus, hyper intéressants. Donc, des livres. J'ai fait pas mal aussi de photos pour plein de grandes marques nationales. Donc c'était... Puis j'ai assisté plusieurs filles du coup, et elles avaient chacune des façons de travailler qui étaient différentes, des approches qui étaient différentes, et donc voilà, donc je me suis nourrie de tout ça en fait, et en parallèle je commençais, elles m'ont donné aussi énormément de conseils. Enfin voilà, moi c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce milieu-là. Et dans le vif du sujet, c'est clair, alors direct, un peu au culot, mais en fait t'as eu l'œil avant, parce que du coup t'avais l'œil par la communication et le fait d'avoir été sur des shootings, mais la pratique t'as eu... Et j'ai appris après un peu sur le tas en fait, et puis après je me suis lancée quoi. C'est super chouette. En fait, mais c'est pour ça que j'aime bien, parce que moi ça m'arrive en fait d'avoir des jeunes qui me demandent s'il faut à tout prix faire une école pour le graphisme, et je leur dis mais en fait ça dépend de 1000 choses. Moi je sais que j'en ai eu besoin, j'avais besoin d'un cadre, etc. Mais je connais plein de graphistes qui n'ont pas fait d'école et qui pour autant sont très doués. Il y a des gens qui font pas d'école et qui arrivent pas parce que ça leur correspond pas. Il y a des gens qui font des écoles et qui ne font pas de graphisme. Du coup il n'y a pas de bon chemin, je trouve, à suivre. Mais je trouve ça intéressant parce que... métier créatif, je pense. C'est un peu le parcours académique n'est pas non plus synonyme de réussite derrière, parce qu'il y a des gens qui se disent que pour se cadrer, c'est ce qu'il leur faut de manière absolue, parce que c'est un peu ce qu'on a en tête, c'est l'idée flottante. Et il y a des gens pour qui ça fonctionne pas forcément. Clairement. Et puis, quand on voit le nombre en fait de personnes qui vivent de la photo en sortant de formation, c'est vraiment 4 personnes sur 30 quoi. Donc faut vouloir aussi. Tu t'es lancée à ton compte directement après les études? Non, moi j'ai fait 1 année en salariat dans un magasin de photos, et ensuite je me suis lancée direct. Mais c'est vrai que du coup moi j'ai eu ce truc de me dire, j'avais commencé par une fac d'anglais, j'avais 18 ans, j'ai fait 1 année, ça m'a saoulée et en parallèle ça m'a très vite saoulée d'être derrière un bureau, et en parallèle je faisais un peu de photos pour le plaisir depuis mes 15-16 ans, et je me suis dit en fait est-ce qu'il existe une formation pour apprendre la photo quoi. Et j'ai trouvé, et je suis allée la faire, c'était en apprentissage sur 3 ans, et je me suis dit que je voulais avoir des bases techniques solides pour pouvoir derrière laisser place à la créativité. Donc du coup j'ai pas eu d'expérience en studio du coup comme tu as pu en avoir, enfin j'en ai eu une, ça a duré
duré 1 mois, c'était un Erasmus. Moi, j'ai été apprentie photographe dans un magasin de photos, donc je faisais de la vente. Et ensuite, à l'école d'architecture de Nantes, où là, j'ai fait toute une photothèque un peu pour l'école d'archi, sur les workshops et tout. Mais j'ai jamais été dans un studio de photo culinaire ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas eu cette expérience sur le tas, mais je me suis lancée direct en 2017 après, en me disant, je vais pouvoir faire ce que je veux, faire mes photos, proposer ma vision aux clients, et aussi, surtout, parce qu'en Bretagne, il y a très peu de studios photo culinaire, et ceux qui ont des places dedans ne les lâchent pas, donc en fait, il n'y a pas de poste. Donc, du coup, voilà. Mais je suis contente d'avoir fait quand même la formation qui m'a apporté, notamment sur les lumières studio et tout, une expertise. Et puis, voilà, c'était hyper intéressant, l'apprentissage, c'est génial, donc je regrette pas. Ouais. Okay. Et moi, du coup, ma formation, parce que donc j'ai fait des études en communication et marketing, et ce qui était intéressant, mais du coup, ça rejoint aussi ce que tu dis de laisser par la créativité, etc. C'est que moi, du coup, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ça et d'avoir eu ce parcours, parce qu'en fait, ça m'a apporté tout ce dont j'avais besoin par rapport à ma personnalité, je pense, le côté chef de projet qui nous sert. Enfin, aujourd'hui, on vraiment. Ah bah oui, clairement. On fait pas, on fait de la photo, mais on fait plein de choses aussi parce que il faut gérer, tout les plannings, j'imagine. C'est ça. Les échanges clients, voilà. Et moi, sortant d'agence, tout ça, c'est la relation client, c'est quelque chose que j'avais déjà. Et je pense que par rapport à ma personnalité, c'est plus ça que j'avais besoin d'apprendre parce que c'est ce qui était le moins naturel pour moi. Voilà. Et du coup, finalement, ça a collé. Tu vois, j'aime bien quand on discute un peu de ça, où tu vois, les parcours commencent pas forcément toujours là où on est actuellement. On avait reçu Nebia Studio qui fait du coup du stylisme floral et on parlait, pareil, il avait fait une reconversion, tout ça. Et on avait eu ce sujet d'effectivement, il y a plein de gens qui pensent que quand ils vont faire une reconversion, ils ont un peu peur parce qu'ils se disent on va devoir repartir à zéro. Sauf qu'en fait, tout ce que tu as appris avant va te servir dans le nouveau métier. En fait, tu vas le mettre à profit. C'est juste que tu le conscientises pas tout de suite. Mais c'est hyper riche, en fait, je trouve, d'avoir eu différentes casquettes. Et puis, franchement, il y a plein de photographes qui sont autodidactes et ils n'ont vraiment pas à rougir à côté de certains photographes qui ont fait des écoles à je ne sais combien. Voilà, donc, je trouve que du coup, c'est ton cas, tu vois. Moi, quand j'ai vu tes photos, à aucun moment j'ai questionné ce que tu avais fait comme étude ou quoi. J'étais juste en mode, c'est trop bien. Les photos, elles sont trop belles, ça me donne envie, ça marche. Tu vois, donc, c'est un aspect propre au métier créatif, c'est en quelque part, on s'en fiche un peu de comment t'en es arrivé là. C'est ça. En tant que client ou prestataire, ce qu'on veut, c'est un résultat abouti. Tu le proposes, formidable. Maintenant que t'es fait 15 ans d'Erasmus à aller travailler en Australie ou que t'es bûché à fond. On te demande pas ton CV en fait, des clients. Après, c'est une question de légitimité, mais c'est hyper personnel. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir assisté les filles au début, moi, ça m'a donné en fait cette petite légitimité dont j'avais besoin pour aussi aller voir les clients et leur dire moi, je sais faire ça. C'est vrai. Alors moi, quand j'ai commencé à bosser, en fait, tu pars de zéro et j'ai jamais bossé pour un client. Bon, vas-y, ça te permet de te forcer un peu quand t'es timide en plus d'aller te vendre. C'est un exercice. Mais c'est un vrai. Il y a Mandarin qui dit le talent n'a pas de diplôme et c'est bien vrai. Et qu'il n'a pas de parcours. Et Forfar demandait qu'est-ce qui était le plus dur à prendre en photo. C'est vrai qu'on a répondu tout à l'heure. On avait répondu le saumon et la glace. Parce que la glace fond vite et le saumon suinte. Les aliments qui bougent. Et il y en a pas mal. Et il y en a beaucoup, Oui, moi je voulais. Alors, par contre, je vais parler de moi 2 petites secondes, mais et je trouvais ça assez drôle aussi. Et c'est pour ça que c'est la première fois qu'on parle de photo du coup sur Heliocast. Et je voulais commencer par la photo culinaire parce que mon tout premier stage découverte quand j'étais en 3e, c'était sur de la photo culinaire. C'était à Dijon. C'était avec Marie-Lise Lortios qui faisait toutes les photos des livres de recettes de la marque Seb. Ah oui. Et du coup, c'était fou. J'ai une semaine là-bas, j'ai découvert les trucs. Pareil, c'était beaucoup du studio pour le coup. Et elle, c'était beaucoup des petites triches pour ne pas trop cuire la viande, avoir des petits pchits, etc. pour que tout ait l'air comestible, alors qu'en fait, ça l'était pas vraiment. Et du coup, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris, à quel point c'était vraiment plus dur que ce qu'on pense, vraiment, ce métier. En général, quand tu vois quelque chose de très simple, c'est les trucs les plus compliqués à faire. C'est vrai. Comment t'étais tombée là-dedans ? Tu cherchais déjà un peu cet univers-là ? Ouais, en fait, j'aimais beaucoup la photo quand j'étais au collège. En fait, à partir de je faisais des reportages photos de tout quand j'étais enfant.
C'est-à-dire que depuis la 6e, dès que j'avais un appareil photo, je prenais tout le temps des photos. En 4e, mes parents m'ont offert mon premier appareil photo numérique, les tout petits trucs là. Je l'emmenais partout, je faisais des photos en cours, enfin bref. Je suivais, mais quand même. Motif d'exclusion. mais vraiment, mais du coup, les gens, au début, ça saoulait un peu mes potes, mais en fait, maintenant, ils sont trop contents parce qu'en fait, j'ai plein de photos de mes potes du collège. Oui, ça c'est chouette. Et du coup, vu que j'aimais trop la photo, je m'étais dit, je vais trouver un stage dans de la photo. Et je sais même plus comment. Je crois que c'était l'époque où je cherchais mes stages dans le journal. Ah, wow. Sur le bottin, voilà, dans l'annuaire même. C'était pas le journal, c'était l'annuaire. Bah génial, Je cherchais photographe. À quel âge? J'ai 53 ans. Juste après les résultats sport. Oh bah. Et le en bas l'a gagné. Il me semble vraiment que j'avais regardé vraiment dans l'annuaire à ce moment-là. Mais enfin bref, du coup j'étais tombée là-dedans, mais c'était trop bien. Genre j'ai fait une semaine et et je me rappellerai toujours que le dernier jour, elle m'a fait découvrir le croque Nutella banane. Croque avec du Nutella et de la banane mis dans le... C'était incroyable. T'es allée là-bas pour manger. Très bon, mais vraiment, mais en fait c'était trop bien. J'ai appris grave des trucs et ça m'a beaucoup servi, mine de rien, ce stage. Ouais. Mais voilà, c'est un peu là que j'ai vu la difficulté des prises de vue justement, ou même un plat, parce que vu que c'était pour Seb, c'était une période où c'était très... il n'y avait pas beaucoup de stylisme, justement. C'était vraiment le plat, fond blanc. Donc un peu... presque packshot. Quasiment. Okay. Et du coup, ça pourrait paraître simple, parce qu'il n'y a qu'un truc, mais en fait, au contraire, vu qu'il n'y a qu'un truc, ton truc doit être parfait. Ouais, je sais pas si toi ça te fait pareil. Souvent je me dis celle-ci elle va être simple parce que le mais oui. En fait c'est le pire de tout. C'est terrible. Je commence mes shoots en me disant vas-y je vais faire celle-là, ça va me mettre dedans et en fait je suis là. Ça te dégoûte pour la journée. C'est ça. C'est parce que toute l'attention est sur un seul endroit. Et puis il y a quand il y a pas trop de stylisme et tout, en fait il y a aucune distraction, donc faut dans tous les cas faut que le produit soit parfait, mais il y a certaines recettes, on se dit ça va être simple, genre un hachis parmentier, mais en fait c'est un enfer parce que faut que tu montes les couches. C'est ça en fait. Et puis c'est pas forcément très sexy, quoi. Donc. C'est vrai que hachis parmentier, c'est pas le plus. Et alors là, je fais une digression, mais si jamais vous avez sur le shooting des patates qui traînent à côté de votre hachis, vous allez choper vos patates vous-même en mode celle-ci elle est sexy au supermarché. Oui. J'adore. Donc il y a vraiment. Toi, oui. Ah bah clairement. Le Tinder de l'ingrédient, quoi. Ah non, mais c'est ça. Toi, t'es parfaite. J'aime bien ce concept. Ça pourrait être un petit reels. Moi, je fais souvent des shoots. Bah oui, grave. Avec la patate. De roquettes. Casting de feuilles de salade. Oui, c'est vrai. Il faut pas qu'elle soit trop grosse. Feuilles de salade à gogo et puis tu les tries et tu les choisis. Mais c'est vraiment ça notre. Vraiment, il faut qu'on fasse un documentaire sur ce mec. Il y a Guirouche qui se fout de ma gueule et qui dit Assad cherchait des stages sur le Minitel. J'ai connu le Minitel, figurez-vous. J'ai eu un Minitel. Écoutez, j'ai adoré le Minitel. Mais d'ailleurs, ta première paye, c'était en sesterces, il me semble. Oui, bien sûr. Des petits écus, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais voilà. Bon, c'était le petit moment où j'ai parlé de moi, je suis désolée. Non. Je voulais revenir sur vos processus. Mais en fait, non, on a déjà parlé, on a déjà répondu à ça, en fait. C'est trop bien, on a déjà discuté, donc en fait, voilà. Félicitations, l'équipe. Non, mais voilà. J'essaie de retrouver aussi, parce qu'il y avait des questions dans le chat que j'ai loupées. Je suis désolée, n'hésitez pas à les reposer si jamais. Si, j'avais une question, du coup, on en a un petit peu parlé, mais vous parliez du fait que vous cuisinez. Du coup, est-ce qu'il faut savoir bien cuisiner? Parce que ça peut être beau pour la photo, mais est-ce que vous êtes bonne cuisinière, du coup? Dans la mesure où on écrit des recettes qu'on donne aux clients, il vaut mieux que ce soit bon quand même. Ça dépend, en fait, si tu veux juste être photographe culinaire sans avoir en fait à cuisiner ou quoi que ce soit, bah tu peux t'as pas besoin de savoir cuisiner, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des associations de goût à faire, où il y a des petites astuces recettes à créer et tout, bon, c'est quand même bien d'avoir une appétence pour la cuisine, quoi. Après ça demande pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande pas un niveau, on n'est pas des chefs, juste dans la cuisine du quotidien en fait on peut déjà faire plein de choses. Tout à l'heure il y avait une photo avec du houmous, des choses comme ça. Oui, c'est très simple. Voilà, c'est vraiment le filet de bave là. C'est ça. Ça donne si faim. Mais même le poulet carotte là, les carottes nouvelles, qu'est-ce que c'est bon ça.
Je trouve jamais de carottes nouvelles. J'en trouve qu'au restaurant et à chaque fois je suis là genre donnez-moi des carottes nouvelles. Non, là c'est mon primeur. J'ai un super primeur, il a toujours des produits pareil où maintenant il me connaît parce que des fois je lui demande, je dis vous en avez d'autres des choux-fleurs s'il vous plaît, un peu plus rond, il y en a 3 Je cherche un produit qui aurait du caractère. Mais en général, moi je sais que mes commerçants ils commencent à me connaître bien parce que je leur demande des trucs un peu précis quand je vais à la boucherie. Alors je voudrais que ce soit coupé comme ça, il se dit mais un peu bizarre. Oui, un peu bizarre cette table. Il y a Arsouille qui dit oh oui, Marion cuisine très bien. Ah merci. On veut tester. Je veux preuve. Par contre, ceci dit, souvent on se dit ouais, les photographes culinaires, elles mangent super bien tous les jours et tout. En fait, c'est un gros mythe parce que souvent le midi, moi je me fais des gnocchis à poêler. J'adore. Qui prend 5 minutes, tu sais. Parce que là, ça c'est la question. En vrai, je pensais que tout le monde dans le chat allait la poser et je suis presque étonnée. Mais du coup, est-ce que vous mangez ce que vous avez? Oui, bien sûr. Mais les shootings de Madeleine. Mais tu te rends compte si on devait tout pas faire ce métier-là, moi. Faut pas de gâchis. En fait, faut faire vraiment gaffe parce que c'est juste par conscience écologique. Mais moi, je serais tout le temps en fait, on distribue aussi beaucoup. Moi, je sais que j'ai par exemple une marque de gâteaux et tous les mois, je fais des shootings pour leur contenu réseaux sociaux. Sauf que je déborde de Madeleine et de 4 quarts et de trucs. Je suis obligée de les ouvrir pour les photographies. C'est con qu'on soit pas voisine. Moi, je te le dis. Et du coup, ma voisine est très contente. Mes voisins sont contents. Mais quand je vais repasser à Pontivy, je t'enverrai. Il n'y a pas de souci. Parce que sinon, ça périme, donc autant en profiter. Ce serait dommage. Mais pareil, moi, j'organise des dîners avec des potes, souvent, quand... avec les restes. Mais oui, avec les restes. Ils sont trop contents. Ils me disent, on va manger tout ça, c'est génial. Il y a des gens qui veulent venir en stage chez vous. On a souvent Quespa qui veut faire des stages partout. À chaque fois, Quespa qui gratte un stage à la fin de l'émission. Quespa, personne n'est à Lyon sur ce plateau aujourd'hui. Mais oui, on mange. On prend du poids. Moi, j'ai pris du poids à cause de ça, en vrai. J'avoue que là, moi, ça serait... Par contre, tu t'habitues. Oui, c'est ça. Au début, moi, je sais que je goûtais tout, j'avais trop envie. Alors, je mangeais tout. Maintenant, je goûte tout. C'est ça. Oui. Mais le pire, ça doit être de regarder la photo, de faire tout ton shooting pendant 3 heures. En vrai, ça va. Et de crever de faim. Quand je suis concentrée maintenant, j'y pense même plus. En fait, pour moi, c'est normal. Oui, c'est vrai que ça devient une habitude, en fait. Mais par contre, je vous rassure, quand on fait des huîtres à 8h du mat et tout, il y a des moments aussi où on cuit une dinde et on se lève au petit-déj, il y a l'odeur de la dinde déjà à 8h. J'ai réceptionné des colis de viande crue, c'était Ah ouais, ça c'est pas la même... À 8h du mat, un lundi, t'as pas... Non, c'est pas la même vibe. Parce que moi, je me posais la question. Le peu de fois que je travaille sur des projets food en graphisme, mais c'est terrible. Genre, j'ai travaillé pour un food truck de burger récemment. Tous les matins, je me levais, le burger. C'est vrai, quand tu fais pas ça tous les jours. Mais moi, à la limite, quand je fais mes intentions de shoot et que là, vraiment, je cherche des recettes et tout, c'est le moment où là que ça donne le plus quand tu vas faire les courses. Voilà, c'est ça. Et après, quand je cuisine, je suis dans mon truc, je suis dans ma tête. Mais sinon, c'est ce moment qui me donne le plus faim, en vrai. Et il n'y a pas un moment de palier de ras-le-bol? Moi, ça m'arrive quand je travaille sur un sujet qui me dure trop longtemps, d'en avoir un peu marre de ce sujet-là et de ne pas pouvoir vraiment l'apprécier. Il me faut un temps on rend le projet, puis quelques semaines plus tard, à tête reposée, je vais le réapprécier. Il n'y a pas un moment... je dis une bêtise, enchaînement 3 projets pâtisserie, et bon, stop, j'en peux plus. Je mange du fromage maintenant. Je vois ce que tu veux dire. Oui, clairement. Moi, ça fait 2 ans et demi que je prends des madeleines en photo. Au bout d'un moment, il y a eu des fois où je me suis dit, c'est bon, les madeleines, quoi. Mais ça pousse aussi à toujours trouver de la nouveauté, à toujours innover sur les prises de vue. Et du coup, c'est un beau défi. Mais c'est vrai que des fois... je parlais vraiment en termes de picorage. Est-ce que quand tu shootes de la madeleine régulièrement... j'ai moins de plaisir à manger. Oui. Mais en même temps, comme il y a plein de sujets dans le sujet, c'est tellement large qu'en fait, vaste, même entre 2 shoots de madeleine, t'as sûrement fait plein d'autres choses, donc du coup, voilà. Okay. Non, il n'y a pas de... Laisse jamais. Et en général, ton entourage, ils sont vraiment très contents. Ils t'aiment beaucoup. Et quand au moins t'en manges, au plus ils sont contents. Ah bah oui. Non mais t'embête pas. Je prends tout. Je t'enlève de ce poids. Souvent, les gens sont gênés quand on leur donne à manger gratuitement. Mais ils se disent, c'est pas possible en fait. Non, mais ça doit combien Rien du tout en fait. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous avez un projet qui vous a particulièrement marqué pour X ou Y raison? Moi, j'en ai un en tête. J'ai illustré un livre de recettes sud-américaines pour une cliente qui, de base, elle a une marque de boisson. C'est du cold brew coffee.
Et en fait, elle a fait un road trip en Amérique du Sud, elle a répertorié tout plein de recettes avec des chefs et tout. Et elle m'a dit, bah voilà, j'aimerais bien faire un livre de recettes avec toute ma petite bible de recettes. Par contre, en fait, je veux que tu cuisines tout et je veux que tu fasses tout en fait de A à Z. Donc j'ai eu une 60aine de recettes à réaliser, à photographier. Et ça a duré 3 semaines pour obtenir les 60 photos. Donc c'était un super gros projet. Et c'est vrai que du coup, c'était hyper complet parce qu'il y avait vraiment toute la partie en cuisine, le stylisme et puis les photos. Et en plus, ça m'a laissé carte blanche sur le stylisme. Donc, trop bien. Ouais, tu disais Amérique du Sud ? Amérique du Sud, ouais. Et du coup, je dis peut-être une bêtise, dans la vaisselle ou les ustensiles, tu mets une intention qui essaye d'être proche de son univers ou ouais, c'est ça. En fait, je lui avais fait un petit mood board en allant chercher des inspi, tu vois, de tissus, de choses comme ça, de couleurs qui peuvent rappeler du coup l'origine. Et derrière, je suis allée sourcer du coup de la vaisselle, des tissus, des choses qui peuvent... Ça doit être trop bien aussi cette phase-là. Bah oui, en fait, tu fais du shopping, quoi. Ouais, et puis même, t'as un côté recherche culturel, tu vois. Oui, clairement, c'est génial. Et en apportant ta pâte, on voulait pas être... Tu veux venir faire un stage? en fait, je fais cette émission dans un but bien précis. T'as le choix, tu peux aller un peu en Bretagne, un peu dans le sud. Oui, les deux, oh là là, les deux. Moi, j'ai choisi mon camp. Tu veux pas découvrir la Provence? Pourquoi pas? J'adore le beurre, en fait. Ah non, mais non. Mais moi, j'ai un projet qui m'a... Enfin, je pense à un projet en particulier. J'ai travaillé pour une fille qui lançait sa marque. En fait, elle propose des repas pour toute la famille. Donc en fait, avec un seul et même plat, on adapte les recettes pour le bébé, l'enfant qui va manger des morceaux, commencer à manger avec des doigts, avec des doigts, les siens de préférence. Allez, tiens, mange-le bien. Avec les doigts et du coup le plat pour les parents. Et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise tout à l'heure parce qu'elle a utilisé mes photos, enfin voilà, dans son livre. Donc en fait, il y a mes photos dans ce livre. Et voilà, et c'était un projet hyper intéressant parce que moi j'ai l'habitude donc de travailler sur des plats qui sont quand même, ou des produits qui sont bien présentés. Donc j'ai mon poulet avec, ma dinde avec mes carottes et tout. Et là, il fallait que je travaille sur différentes textures, des gros morceaux. Et c'était assez spécifique parce que en fonction de l'âge, je pouvais pas forcément mettre des petites herbes ou mettre un tour de moulin de poivre dessus parce qu'en fait, pour un bébé, ça correspond pas. Donc c'était t'as dû réfléchir. Et donc j'avais des photos où j'avais que le plat du bébé, que le plat du grand enfant, celui des adultes, et j'avais des mix de tout. Donc pareil, au niveau du stylisme, hyper intéressant. Parce qu'en plus, il y a une vraie narration chronologique, plus ou moins, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, et puis il y a tellement d'ouvrages maintenant qu'il faut trouver des choses très nichées pour se démarquer aussi, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est un des tout premiers projets que j'ai eu quand je me suis lancée, du coup, et c'était super intéressant. Et pareil, au niveau du coup du stylisme, etc., j'ai eu pas mal de choses à acheter parce qu'il y avait vraiment un univers. Il fallait sur les photos qu'il y ait un petit livre de bébé, un petit... Enfin voilà, il fallait qu'on capte tout de suite une sucette. Enfin voilà, il faut des choses visuellement assez directes où on comprend bien. Alors maintenant, aujourd'hui, si tu regardes la photo et que tu sais pas que j'ai travaillé pour eux, tu dis elle est bizarre, elle a mis des trucs genre une tétine sur la photo, mais non, je sais pas, ça m'a parlé comme ça. Ça m'a parlé. Je me sentais bien, ça traînait par terre, je dis tiens. Mais du coup voilà, mais ça c'était super intéressant parce que voilà, c'est un sujet, je sais pas si j'aurais à retraiter ce genre de sujet, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Mais trop bien. C'est fréquent les sujets à thématique originale comme celui-là, évolutive? Moi, je crois que c'est un des seuls où j'ai eu ça, pour le coup. Ouais, évolutif, c'est quand même spécifique. Après, dans les livres, il y a des sujets très, très nichés, je trouve, maintenant, mais évolutif comme ça, pas forcément, non. Non, pas nécessairement évolutif, mais avec un concept... je vais mal le dire, un peu plus tordu que juste... dans le bon sens du terme, parce qu'on est entre créatifs torturés, même quand ça va trop loin, tu vois. Non, mais oui, je crois que... moi, j'ai une autre copine photographe qui avait fait, c'était des recettes naturelles, de remèdes pour les enfants, par exemple. Genre des sirops naturels, des choses comme ça. Donc c'est quand même très... c'est ultra spécifique, quoi. Ah ouais, carrément. Et ça reste un ouvrage culinaire, en fait, quoi. Donc... Et il y a une question, alors ça rejoint une question je crois qui a été posée dans le chat que j'ai un petit peu loupée. Quispac dit j'ai faim, je viens de manger. On a faim, on n'a pas mangé.
Mais non, j'avais une question sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font les photos eux-mêmes avec l'iPhone. En plus, là, maintenant, il y a l'IA, etc. Est-ce que vous, déjà, vous avez vu une différence dans votre pratique ou face de la concurrence, du coup, indirecte de ces choses-là? Et comment, maintenant, vous expliqueriez à quelqu'un quelle est votre valeur ajoutée, parce que vous en avez une qui est quand même assez ouf, mais est-ce que vous arrivez à l'expliquer, cette valeur ajoutée? J'ai très mal tourné cette question. Interro surprise, les filles. Ok, concentrez-vous. On se marrait bien avant là. Qu'est-ce qui se passe d'un coup là? L'ambiance, elle a changé. Non, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de concurrence, mais depuis des années, en fait, depuis qu'on est passé au numérique, en fait. Tout simplement parce qu'avant, à l'argentique, c'était beaucoup plus technique, et du coup, il y avait moins de monde. Mais au-delà de ça, même si on a un très bon téléphone, en fait, on va pas forcément avoir toutes les qualités que nous on a, comme que ce soit l'expertise technique, le stylisme, la cuisine. Enfin, il y a quand même tout ça qui joue. Et puis l'expérience aussi, hein, mine de rien. Et puis, je pense que aussi en tant que marque, il y a des choses qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui sont plus spontanés et qui ne nécessitent pas forcément un photographe. Mais il y a des contenus qui sont... Enfin, quand on parle, par exemple, s'ils veulent faire une publicité, une com en impression dans un magazine... la question se pose pas. Tu imprimes une photo à l'iPhone, en fait, ça va se voir direct. Non, mais c'est vrai. Il y a du travail pour tout le monde, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a les créateurs de contenu qui vont faire des photos ou des vidéos très simples avec le téléphone et tout. Et en fait, je pense que nous, on vient répondre à un besoin qui est spécifique, qu'il soit pour de l'édition, pour de l'impression du print, pour de la com, vraiment. Et puis c'est vraiment si on a envie d'amener sa marque un peu plus loin, que juste, ça peut marcher aussi d'avoir des photos, ça dépend où ils veulent aller en fait. C'est ça. Et l'image qu'ils veulent renvoyer. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, pour passer un step et pour attirer une nouvelle cible, ou pour asseoir en fait l'image de sa marque, c'est important d'avoir des visuels. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, ça paraît simple de faire de la photo de bouffe, mais en fait, c'est super dur. Mais ça peut méga coexister. Moi, il y a quelques mois, j'ai travaillé sur la campagne du Parlement européen qui, vulgairement, qui devait mettre en avant le fait que le champignon, c'était super. Vraiment, c'est pas sur mon Insta, c'est vraiment c'est assez sujet. C'est génial. Non, mais assez rigolo. Et ils avaient organisé du coup des événements où ils invitaient des influenceuses, lifestyle nourriture que je connais pas en vérité, mais du coup qui étaient là pour assister à des repas, faire un peu des démos. Il y avait des cuisiniers qui étaient là pour faire du coup vraiment des démos, etc. Et du coup, moi dans les rushs que j'ai reçus pour retranscrire et mettre en image, j'avais d'un côté les photos hyper clean des shoots qu'ils avaient fait en studio, d'un côté le chef qui fait flamber sa poêle parce que ça fait des plans stylés, c'est hyper varié du coup. Et à côté t'avais, j'exagère mais limite la photo avec le filtre Retrica, tu vois. Évidemment mieux saisi parce que c'était des gens dont l'image est le métier. Saisi comme les champignons. Exactement. Bien joué. Depuis tout à l'heure j'évite de pédaler dans la semoule. Évidemment il y a trop de jeux de mots. On peut y aller, moi j'adore, je suis friand. C'est sur ça qu'on va faire les points. C'est clair, on aurait pu faire un battle de jeux de mots. Merde. Du coup, c'est vrai que dans mon chutier de table de montage, j'avais plusieurs types de sources, mais selon les supports que souhaitait du coup la boîte avec qui je travaillais, il y avait des fois où il fallait privilégier l'espèce de d'instant saisi en fait, un peu lifestyle, plus homemade en fait, parce que c'est le réseau social qui le veut pour un format Reels un peu... clairement, même pour du TikTok, moi j'ai des clients qui me disent des fois, j'ai bossé pour une marque nationale, ils me demandent une mini vidéo de recette et elle me dit en fait que c'est trop clean, que ça fait trop publicitaire. Et ils ont aussi des besoins de vidéos ou de photos un peu style UGC, où c'est les consommateurs qui font des photos avec leur téléphone. Et ça, c'est clairement un business qui s'est vachement développé aussi, les créateurs UGC, qui font en fait des photos ou des vidéos très simples avec leur téléphone, et les marques les payent pour ça en fait. Parce que ça raconte quelque chose, on s'identifie à ce consommateur même factice en fait, qui est bien scène, mais qui est là et qui juste est un citoyenne comme nous, un peu lambda, qui fait ses courses. Ça apporte une proximité. Je viens de réaliser un truc. Oui. Parce que le mot créateur UGC, je l'entends beaucoup. Tu croyais que c'était le cinéma? Je croyais que c'était des gens qui faisaient de la création de contenu pour les cinémas UGC. Mais en fait, plusieurs fois sur Threads, j'ai vu passer des trucs, créateur UGC, et j'étais en mode... C'est fou, là ça fait 3 semaines, tout le monde parle de ça. Et je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec UGC, le ciné. Il y a une grosse trend. Mais du coup, ça veut dire quoi, créateur UGC? User Generative Content ou un truc comme ça. Ok. En gros, c'est les consommateurs
C'est les consommateurs qui génèrent du contenu spontanément, normalement. D'accord. Sauf que les créateurs UGC, c'est pas vraiment tellement sur le cinéma. C'est pas hyper spontané du coup, puisqu'ils sont payés. Mais... Au début, quand elle en parlait, j'imaginais popcorn du coup, parce que cinéma. Ah, donc oui, t'as fait comme moi. J'avais pas la définition. Parce qu'en fait, ça fait vraiment plusieurs semaines. Je me dis, mais c'est quand même bizarre que tout le monde en parle d'un coup. Là, je vois le terme partout. Ça fait un an et demi qu'on sent la trend là. C'est parce que TikTok, en fait, c'est beaucoup les marques qui font faire de l'UGC en fait. Ouais. Ok. Quespa qui a compris comme moi, c'est merveilleux. Mais au début, je croyais que c'était ça aussi. On est vraiment sur des personnes du quotidien de tous les jours ou c'est quand même des gens spécialisés dans le format UGC? En fait, c'est un métier maintenant, créateur de contenu UGC. Et alors, certes, tu peux être monsieur et madame tout le monde et proposer de temps en temps de faire de l'UGC, mais il y a des gens, c'est leur métier, quoi. Donc ça devient des influenceurs, influenceuses, si on reprend les mots de... En fait, c'est plus vraiment de l'UGC parce que c'est fait de manière rémunérée et c'est pas fait... Enfin, des fois, les marques ont même des briefs, genre tu dois dire ça dans la vidéo. Oui, ça devient c'est ça, ouais. Chouette. Ouais. Ok. Il y a Quespa qui a envoyé une énorme question pour bien que je la voie, qui demande si vous avez déjà pris en photo de la croziflette. Mais sachant qu'il y a une bretonne et une provençale, non, je pense pas. J'en ai déjà cuisiné, mais j'en ai jamais photographié. C'est vraiment très moche en plus. Non, j'ai fait de la fondue, de la raclette, j'ai fait plein d'autres choses, mais désolé, la croziflette, mais voilà, on l'a pas. T'as ta réponse. Mais ça peut être un bon challenge. Mais par contre. Oui, carrément. J'étais en train de réfléchir. Challenge croziflette. Ça va me permettre de rebondir parce que tout à l'heure, tu as dit, par exemple, en Bretagne, on a peu de studios spécialisés. Est-ce que selon les régions, il y a des spé, ou en tout cas des studios qui se disent, je dis une bêtise, nous, c'est vraiment les produits bretons et on défend une espèce de chauvinisme du coin, tu vois. Je pense pas, parce que quand il y a des studios photoculinaires, ils sont pas forcément spécialisés dans un produit. Par contre, moi, je trouve ça intéressant. Tu vois, je bosse qu'avec des artisans ou des marques... 90% basé en Bretagne, d'avoir ce truc d'ancrage local. Mais non, généralement, c'est assez global, quoi. C'est pas pour autant que tu vas shooter que du petit beurre ou de mince. Non, mais après, Queen Yaman. Je vais me faire dégommer par mamie. Désolée, Suzanne. Mais moi, je trouve que c'est un plus aussi parce que du coup, on connaît bien les produits de nos régions. Il y a des recettes qu'on a bien en tête, ou des recettes familiales, ou des recettes, ou des produits qu'on connaît bien. Et je trouve que c'est un plus de pouvoir... on peut apporter ça à une marque locale qui va pas forcément se reconnaître dans d'autres photographes qui n'ont pas la même culture régionale, entre guillemets. Moi, ça fait clairement partie de mon branding. Basé en Bretagne, c'est 100% pur beurre. Je bosse, j'ai envie de bosser avec des marques bretonnes. C'est trop bien, en vrai. Je pense que ça amène une sincérité aussi dans le... Bah oui, parce que ça part du cœur, en fait. Quand t'aimes ta région, il y a plein de produits. Enfin, je pense qu'il y a largement de quoi faire en Bretagne, en fait. Ou même dans le sud. Non, Bretagne, on a dit. Tu laisses la barre. En parlant du sud, il y a Capucine qui a dit qu'elle a stylisé un cassoulet un jour. Et ça, franchement, c'est pas ma Capucine, je veux une preuve, s'il te plaît, parce que vraiment, je suis ultra curieuse, parce que c'est vraiment pas glamour, le cassoulet. Et vraiment, je veux voir ça. C'est quoi l'aspect de la Provence? Comme ça, on met un peu de buzz aussi sur ta région. Déjà, il y a beaucoup de soleil. Et rien que pour ça. Non, c'est faux. Si, il est juste timide. Non, mais tu veux dire au niveau du culinaire? Non, c'est comme ça te permet d'avoir un petit podium pour parler de la Provence également. Bien sûr, donc en Provence. Les calissons. Les calissons, c'est Aix, c'est un petit peu plus au sud par rapport à chez moi, mais chez moi, on a plein de choses. On a des plats typiques comme la ratatouille, la pisse à la ça vient de chez vous? Mais je vous adore. Bien sûr. Bien sûr. Et on peut faire plein de choses avec la ratatouille. On peut faire des tartes, on peut faire une ratatouille à la ratatouille. On peut faire il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont sympas. Il est très fin. Les petits ASMR bruit de bouche au fond. On est plus sur de la cuisine méditerranéenne. Oui, c'est ça en fait. C'est des pissaladières, donc tarte oignon anchois. Il y a plein de recettes. Tout ce qui est les salades de tomates et tout. C'est vrai que chez nous. Oui, puis il y a base de tomates. Oh Dieu bénisse l'inventeur de la tomate. Ouais. Capucine, tu peux nous envoyer... Envoie-moi la photo sur Heliocast et je la repartagerai avec plaisir. Je veux que tout le monde voit cette photo. Comment tu stylises un cassoulet? Franchement, comment tu l'utilises? Non, comment tu stylises, pardon. Parce que c'est quand même pas le plat le plus visuellement sexy, quoi. Ça fait partie des plats mijotés. Donc en fait, tout ce qui est plat mijoté, c'est un peu spécifique. C'est-à-dire qu'en général, tu as ton plat,
Et à côté, tu as tous les ingrédients et avec une pince, tu viens remettre tes petits haricots, tes petits morceaux. Ah, mais c'est vraiment... Ah oui. C'est-à-dire que si tu sers ton cassoulet et qu'il y a plein de sauce partout, ça prend pas. Et du coup, est-ce que tu fais un faux fond, tu vois, pour relever... Ça fait une transition parfaite avec la dernière question. Génial. Parce que la dernière question... avant de passer aux petites questions, c'était sur vos meilleurs conseils de triche, justement, si vous en faites. Par triche, j'entends, effectivement, si on surélève la bouffe pour faire en sorte qu'elle ressorte. J'avais vu notamment, par exemple, les céréales, où c'est pas forcément du lait, ou alors on met un truc pour surélever, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des petites triches, vous, que vous utilisez souvent ? Les faux fonds. Vraiment, parce que souvent on va pas faire une marmite énorme alors que voilà. Oh le gâchis. Puis en plus ça flotte pas forcément. Si on veut bien voir les. Alors que si on met un faux fond, la viande elle se pose ou les petits trucs ils se posent bien. C'est vraiment très beau. Pour la soupe ça marche bien quand tu veux mettre des toppings aussi, tu fais un faux fond. Oui c'est ça. Et après, ce qu'on fait beaucoup, moi en tout cas ce que je fais beaucoup c'est avec un pinceau venir avec de l'huile d'olive. C'est ça que j'avais vu dans mon stage. J'avais vu ça. Venir bien laquer ou avec du sirop de sucre sur tout ce qui est sucré, ce qui est brioche, etc. Par exemple. Bien brillant là. Les faux glaçons aussi. Pour les boissons. Les glaçons de cinéma. Alors, qu'ils font moi, j'en ai en plexi, moi, mais ils sont pas ouf. Mais il y en a qui en font vraiment genre en verre et tout, canon quoi. Et du coup, ça fond pas et ça te fait pas de buée sur le verre non plus parce que les glaçons, au bout de 5 minutes, ton verre il est tout en buée, tu vois plus ta boisson. Tellement de choses auxquelles on pense pas. Oui. Tellement de choses. Parce que j'aime bien me renseigner sur la triche au cinéma en fait. C'est ça. J'ai pas mal d'audiovisuel avant d'arriver dans le graphisme. Et justement, tous ces. Je sais plus si c'est du plexi ou pas, mais les faux glaçons, parce qu'en fait, c'est un enfer la scène. Parce que tu tournes pendant 1 heure pour avoir un shot, c'est qu'en fait. Mais tout est fake en fait, souvent au ciné. D'ailleurs, il y a un studio qui fait ça, pas loin de chez moi, à Plérin. J'adore quand tu sais. Il fabrique des faux poulets rôtis. Elle fait du placement de produit pour la Petit quiz. Comment on écrit Plérin, les filles ? P-L-E-R-I-N. Ah, pardon. J'aurais écrit comme ça en vrai. J'aurais peut-être mis un Y, mais. Tant pis. Ou c'est Ploérin, je sais plus. C'est Ploérin. C'est ça. Alors non, j'aurais pas mis le O. Mais il y en a plusieurs en plus, je crois. Oui, mais attends, faut qu'ils viennent ces gens sur l'émission là parler de leur fausse viande là. Ils font des faux fruits et c'est ultra réaliste et ça fait que ça périme pas dans le temps quoi. C'est génial. Ça fait moins de gâchis et tout. Je veux bien que tu m'envoies. Carrément. On en a un peu parlé avec Agathe suite à sa chronique ciné la dernière fois parce qu'en fait ça fait partie du pan de toute la triche du ciné. Ce serait l'occasion peut-être. Le ventre est garé au village, J'en peux plus de parler de nourriture là. Pardon. Non, tout va bien. Est-ce qu'on est bon sur les questions, Salomé ? Il reste plus que les micro-questions. Formidable. Parfait. Je vous laisse boire un petit coup. Et après, on passera à la chronique. Quoi ? Attends, quoi ? Pardon, le pot à eau ? Ah, c'est une spécificité. Le pot à eau également. J'ai dit pichet, je me suis fait reprendre. Ah oui, pichet aussi, je le dis aussi. Mais en fait, moi, je dis vraiment tout sauf pot à eau. Je l'ai pas. Mais je connaissais pas non plus. C'est comme la clenche pour... C'est un seul mot, pot à eau. Ah ouais ? Non. Non mais excusez-moi, suspension de crédulité. Il y a un moment, je découvre quelque chose. Avec un O à la fin. C'est avec des tirets ou c'est vraiment genre pot ? C'est un pot. C'est un pot à eau, mais sauf qu'on fait toutes les liensons. Pot à eau. Il y en a qui disent pot d'eau par exemple. T'as le pot à eau. Ah dans le c'est le podologue. Pardon. Dans le sud, on boit du pack, par exemple. C'est un sirop spécifique du sud. C'est le pack à l'eau. On appelle ça. Et du coup, on dit le pack à l'eau. Voilà, Purple Unicorn, le brodo. Chantant. On se sait. Le brodo. Le brodo, je le dis aussi un peu. C'est pas celui que j'utilise. Je croyais que c'était breton, un bro, mais peut-être pas en fait. Si, moi je connais, ouais. Le bro, je crois que le brodo, c'est aussi. Il y a aussi une autre région, je pense. Ouais, ok. Et même les Américains. Yo, mon bro. Oh là On part sur un autre sujet. Êtes-vous prête pour les questions hyper rapides du coup ? Oui. Comment on fait ? On fait chacune notre tour ou... Je vous pose la question et vous dites. Vous pouvez dire en même temps si vous voulez. Ok, ça marche. Alors, on va commencer. Lumière studio ou naturel ? Naturel. Musique ou silence ? Musique. Monochrome ou multicolore ? Multicolore. Fond uni ou fond texturé ? Texturé. Moi, j'aime bien faire les deux. Enfin, mixer les deux, quoi. Joker ? Ouais. Salé ou sucré ? Ah, salé. Sûr. À photographier ou à manger ? Les deux. Bon, sucré. Passé ou futur ? Futur. Ah, ouais, futur. Ok. Extérieur ou intérieur ?
Ah, les deux. Intérieur. Observer ou faire? Ah, c'est dur. Ah. Observer. Ok. Écouter ou parler? Les deux. Bon, je vais faire parler parce que je parle beaucoup, mais... Et le dernier, entrée, plat ou dessert? Mais c'est impossible. Plat. Plat aussi. Il n'y avait pas fromage, sinon j'aurais dit fromage. Est-ce que je peux en rajouter un? Ouais. Photo ou nourriture? Ah, waouh, mais ça... Parce que j'y ai pensé tout à l'heure, j'ai rien dit en me disant il sera forcément dans le bingo, donc je serais curieux. Les deux. Ah, c'est dur. Ah ouais, non, là, il n'y a pas de joker, là, ce coup-ci, faut choisir. Photo. Nourriture, ouais, photo. Ouais. Ok, d'accord, merci beaucoup. Par contre, on aurait pu faire une spécialité bretonne et une spécialité d'Aix-en-Provence. Wow. Ouais. Mais du coup, on sait déjà quelles auraient été les réponses. Alors, brodo ou podo? Potao. Mais tu vas t'entraîner, ça va venir. Mais ça va, mais bien Ça va venir petit à petit. Mais je vais muscler cette LV2, je vais avoir un Duolingo provençal. Ouais, mais il faut. Hein. Il y a plein de mots qu'on utilise qui sont spécifiques. Genre ça pègue. Ah, ça, j'adore ce mot. Ça pègue, c'est quand ça colle un peu, quand tu c'est moite, tu vois. Okay. Non, alors ça c'est pègue. pas moite, c'est genre si t'as un sirop plutôt. Ah oui, d'accord. Un peu sur les doigts. Ouais, ça pègue un peu comme ça. Ça fait... Ouais. Alors que chez nous, ça drache. Bah ouais, voilà. Ça drache. Chez nous, ça drache de la pas. bigaille dans le Nord, non, aussi, ils disent ça drache aussi. C'est possible, effectivement. Ils disent du brun, ok. Du brun? Pour dire merde, brun. Genre ça, ils disent ça à Lille, je crois. Pas que je sache. Par contre, on a Gast, mais c'est vraiment juste une insulte. Ah oui, Gast, je connais pas. C'est P-U-T-I-N, quoi, vraiment. Ah ouais, ok. Mais c'est genre, c'est papy quand il est énervé, quoi. Gast. Gast, tu l'entends au loin dans le... J'aime beaucoup. Tu vois, il est dans son coin de bricolage et tu l'entends dire Gast. Nom de Dieu, Gast. Ah, nom de Dieu. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit brodo, c'est pas une unité de mesure aussi? Ah bon? Alors là, je ne sais pas. Moi, les maths, il n'y a aucune blouse sur l'émission, du coup, on ne sait pas. Il nous faudrait un intervenant comme Fred et Jamie, tu vois, qui revient. Ah, des fous. Effectivement. Grave. Il y a Purple Unicorn qui dit cette émission est trop bien, bravo à vous toutes, ça m'est trop agréable de vous écouter, mais merci beaucoup. Ah, bah, génial, merci. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Trop chouette, de merci de nous avoir reçus surtout. Avec plaisir. C'était trop sympa. C'était trop bien. J'ai adoré cette émission, c'était très très intéressant. J'espère que vous chez vous, vous avez adoré aussi. Et voilà. On est sur une fin d'émission. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous. Si vous regardez en replay, merci de regarder en replay. N'hésitez pas encore une fois à partager. Vous pouvez retrouver du coup le travail d'Emma et Marion sur Instagram. Si vous regardez sur YouTube, c'est dans la barre de description. Je n'ai pas retrouvé mon cassoulet, Capucine. Non. Quelle déception. Mince. Merci encore une fois d'avoir fait le déplacement toutes les deux pour venir. Merci. Ça me fait très très plaisir. Il y a plein de gens qui disent que c'est intéressant, donc trop bien. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Bisous la team. Salut.